Cerno, une anti-enquête. Épisode 88. Bonjour, la victime était ma grand-mère et effectivement le crime n'a jamais été relié à Thierry Paulin ou à son complice dans certains crimes, Thierry Mathurin, faute de preuves suffisantes et comme il est mort peu de temps après son arrestation, impossible de prouver quoi que ce soit. Ma grand-mère, qui avait 77 ans au moment de son décès, n'était pas isolée, elle était encore très alerte et elle passait le week-end à la maison tous les 15 jours. Je passais la voir régulièrement et partais même quelques jours. Ce commentaire me donne des frissons. Je réponds tout de suite à cette dame, donc la petite fille d'Hélène Rose, parce que j'aimerais vraiment recueillir son témoignage. Et j'espère de tout cœur qu'elle me répondra et que je pourrai la rencontrer. Ben voyons. Je suis né garçon par erreur. Je fais ce que je veux, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. Puis j'irai pas jusqu'au lifting. Oh, j'ai été belle. Si j'avais de la santé, j'irais travailler. Elle a terminé avec un sac plastique sur la tête. Oh oui. Ils l'ont massacré. Ici, faut bien y passer un jour ou l'autre. Roué de coups, violenté. On a ce devoir de mémoire. Non, je connais pas du tout cette dame. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Nous, on s'occupe pas des autres. J'entends des corbeaux. À Paris, si t'as pas 4 000 € pour vivre, tu vis comme une merde, quoi. Oui. C'est pas du snobisme, c'est juste du confort. et l'autre, là. À notre époque, ils auraient fait de la télé-réalité. Plus personne ne se souvenait d'elle dans l'immeuble. Une dame qui a été tuée ici. Cerno. 3, 2, 1. Je suis rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement. Je vais bientôt vous expliquer ce que je fais ici. Alors d'abord, comme je vous l'avais dit à la fin de l'épisode précédent, j'ai répondu à la petite fille d'Hélène Rose. Je lui ai demandé si je pouvais la rencontrer et j'attends sa réponse. Alors en attendant, j'ai besoin d'éléments pour faire un portrait d'Hélène Rose parce qu'il me semble que c'est très important de savoir qui étaient les victimes et notamment dans cette enquête puisque, comme je l'ai souvent répété, ces victimes ont été presque ignorées. On les met toutes sous le terme générique de vieilles dames, mais avant d'être des vieilles dames, ce sont des femmes. Quelle vie elles ont eue? Qu'est-ce qu'elles ont vécu? Qui étaient-elles? Pour moi, c'est important de savoir tout ça pour bien mesurer quelles ont été les conséquences, l'impact, l'ampleur de ces crimes et aussi pour leur rendre un dernier hommage. Encore une vieille dame sauvagement assassinée dans la capitale, la peur plane sur Paris. Alors en attendant que sa petite fille me réponde, je vais essayer tant bien que mal de reconstituer la vie d'Hélène Rose. Alors je vous annonce que Lisa Doll, donc la fidèle auditrice de Cerno que je présente plus et qui a le goût de l'enquête, a fait des recherches de son côté et elle a trouvé, je pense, tous les lieux, ou une bonne partie en tout cas, où a vécu Hélène Rose, veuve Frexès, et elle m'a notamment indiqué où elle est née. Et c'est donc vers cet endroit que je me dirige actuellement. Hélène Férixès, 77 ans, a été assassinée dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. 6 personnes âgées ont été assassinées à Paris avant le 16 mars et 6 autres depuis cette date. Conclusion, le 16 mars était une date comme les autres pour les assassins de vieilles dames. Je marche vers la place Gambetta. Alors bien sûr, on n'est pas sûr. Le monde, c'est pas la guerre. Il y a un monsieur qui me parle. Pardon? C'est ce qui s'est passé dans le monde, c'est à cause des intérêts. C'est l'argent. Monnaie. Parce que là, la politique, ça devient de l'argent. Tout ce qui s'est passé. Le problème dans le monde, vous pensez que c'est l'argent en général? Ah ouais, c'est le versement de l'argent, c'est les intérêts quand même. Ouais. L'argent en même temps, on en a besoin pour vivre? Pour vivre, pour nourrir les enfants et tout. Mais les riches toujours ils restent riches. Et le pauvre toujours il reste pauvre. Et vous êtes riche ou pauvre? Moi je suis pauvre. Moi je défends les pauvres actuellement. C'est comme ça se passe en Algérie, comme ça se passe au Maghreb aussi. Il y a toujours des riches qui ont beaucoup de pouvoir et ils écrasent les pauvres. C'est ça le problème aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas la volonté, nous les pauvres. Vous savez quoi votre prénom? Moi c'est Julien. Ossine. Enchanté. Ossine, enchanté. Qu'est-ce que vous faites rue des Pyrénées ce matin? Moi là j'étais à la poste là et ils sont en grève pour les opérations. Vous allez où là? Là je vais aller à Gambetta, où j'habite. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? De la vie, j'ai fait la sécurité, j'étais embrouillé avec un patron qui n'est pas sérieux. Et là je cherche un autre boulot. Vous avez des problèmes d'argent? Oui, c'est le problème d'argent actuellement. J'ai 4 enfants actuellement. Il y en a marre les guerres, il y en a marre les maladies.
Et c'est ça, aujourd'hui, il faut que... Moi, je regarde le monde comme ça. Il faut la égalité, il faut la fraternité, il faut l'amour aussi. Il faut que les riches partagent avec les pauvres, c'est ça l'égalité. On retrouve la bonne vie. C'est quoi la bonne vie pour vous? La bonne vie, ça veut dire qu'on vit de la paix, on vit de l'amour. Il n'y a pas de racisme, c'est ça la vie. Les riches aident les pauvres entre eux aident entre eux. C'est ça la vie, la belle vie. La belle vie, c'est pas que l'argent. C'est la santé, c'est l'amour, c'est ça. Et vous aimez qui, Houssine? Hein? Vous aimez qui? Moi, ça m'arrive une fois, mais après, j'ai pas l'expérience de le travail et tout. J'occupe le travail, j'aide la famille, mais je n'étais pas intéressant avec les femmes. Vous n'êtes pas intéressant avec les femmes? Les femmes, oui, j'ai pas mis le temps pour discuter, pour sortir, j'étais que le travail, dormir, le sport et tout, c'est ça. C'est comme ça, j'ai pas l'expérience en plus. Moi, j'aime bien le travail. Moi, j'ai jamais sorti avec des femmes, je suis couché avec des femmes et tout. Une seule femme, vous avez eu qu'une seule femme? C'est une seule femme, oui. Et alors, mais votre femme, vous n'êtes pas amoureux d'elle? Là, ma femme, oui, ma femme, j'aime bien. Sans plus? Oui, j'aime bien parce qu'elle était au bled. J'ai fait un groupe familial pour elle. Ça marche bien et tout. On s'énerve des fois, on se bagarre avec la bouche comme ça, avec la gueule, et après, on s'arrange. Vous engueulez? Oui, comme ça, entre nous. C'est comme ça les couples. Moi, je donne un conseil pour toutes les gens qui se bagarrent avec les femmes. Bon, je regarde des informations, il y en a même qui tuent avec une femme en France, avec un flingue, avec un coup de couteau, des agressions physiques. Mais là, moi, j'aime pas ça. Pour moi, c'est des imbéciles qui font ça. Ils frappent une femme comme ça et tout. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Moi, je travaille sur une affaire criminelle qui a eu lieu dans les années 80. Ah ouais? L'affaire Thierry Paulin, vous connaissez? Ah, moi, je connais pas ça. C'était un jeune homme qui tuait des vieilles femmes. Ah ouais? Ah, ça, c'est pas bon, ça. Moi, je regarde ça, c'est triste, ça. C'est triste. Bon, les hommes, c'est pas pareil, c'est comme les doigts. Il y a des hommes calmes, il y a des gens agressifs, des gens criminels. C'est comme ça. Tu sais, c'est quoi l'éducation? Des fois, on trouve un monsieur qui tue une femme. Peut-être derrière son histoire, il était agressif avant, comme il était petit. Fermé, un enfant fermé, isolé. Ça veut dire peut-être leur père, il le tape. Et c'est ça l'éducation. Donc si un homme a été maltraité pendant son enfance, c'est ce que vous dites, il peut tuer des femmes? Oui, des fois il fait n'importe quoi. Ou sinon, il est chômeur, ou n'a pas de travail, situation de difficulté difficile. Il pense avec le diable et il le pousse, le diable. Le diable toujours, il regarde la fragilité des gens pour pousser vers le mal. C'est ça le problème. Moi, comme j'étais là en Algérie, pas de travail, pas rien à faire, je fais du sport, de natation, je fais de la chasse, le poisson. Hop. La pêche. Ouais, la pêche. Mais en France, comment vous faites? Vous êtes au chômage, comment vous faites pour vous sentir bien? Ouais, il faut que je aille chez mes copains et on discute. On trouve des solutions pour le travail. On discute, ça veut dire des business et tout comme ça. Mais on ne reste pas seul. La solitude, c'est pas bon la solitude. La solitude, des fois, le diable il l'utilise comme une arme pour te pousser dans le négatif. C'est pas positif. Ça veut dire tu vas aller en prison, lui il rigole après. Il rigole derrière toi. Bon bah voilà, cet homme est venu me parler quand il a vu mon micro. Donc je poursuis mon chemin sur l'avenue Gambetta, en direction de la place. Et au niveau du coiffeur Franck Provost, je tourne à gauche. Et je me trouve face à un escalier assez raide. Je monte et je suis dans le passage des soupirs. C'est ici, d'après l'Isadole, qu'Hélène Rose est née en 1909, au numéro 9. C'est un petit passage pavé, avec des arbres, des petites maisons, cachées dans Paris. Et je pense que le passage s'appelle comme ça, parce qu'autrefois il devait y avoir des prostituées, j'imagine.
Donc sur Wikipédia, je peux lire qu'il est probable que le nom du passage provient de sa situation champêtre lors de son ouverture et qu'il se prêtait aux promenades romantiques et sentimentales. Alors je vais vous lire l'acte de naissance d'Hélène Rose. L'an 1909, le 29 août, à 11h30 du matin, acte de naissance de Hélène André Rose, de sexe féminin, née le 27 courant à 10h du soir, chez ses pères et mères, passage des Soupirs, 9. Fille de Émilie Polyte Rose, âgée de 40 ans, cordonnier, et de Anne-Marie Hélène Lozé, âgée de 42 ans, ménagère, mariée. Et dans la marge, il y a écrit « Mariée en la 11e mairie de Paris, le 27 avril 1935 avec Raymond Frexès ». Et en dessous, il y a écrit « Décès constaté à Paris 11e, le 25 juin 1986 et paraissant remonter vers le 20 juin 1986. Signé le fonctionnaire municipal. » Donc voilà ce qu'on sait de la naissance d'Hélène Rose. Et voilà, je suis devant le numéro 9. C'est une grande maison qui doit être très ancienne, avec une cour, un jardin, où règne un désordre absolu. Il y a des poubelles, des panneaux de signalisation, des planches, des chaises entassées n'importe comment. Il y a une baignoire en émail, remplie de plantes, et il y a une inscription sur le mur. Ici, les chats sont libres, et la porte est fermée. Et je pense qu'il n'y a personne. J'aimerais bien rentrer, mais il n'y a pas de sonnette. J'aimerais bien savoir comment c'est à l'intérieur. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous savez qui habite là ? Oui, je connais. Mais... Vous connaissez ? Oui, mais là, ils sont peut-être pas là. Hein. D'accord. Ils habitent depuis longtemps ici ? Ah oui, c'était les parents qui habitaient là. Mais qui êtes-vous ? Moi, je m'appelle Julien Cernobori, je suis journaliste en fait. Et je fais ce qu'on appelle un podcast, un documentaire. Oui. Et ça m'emmène ici parce qu'il y a une dame qui est née ici en 1909. Et je voulais un peu voir. Les gens, je ne sais pas, là, depuis le temps. Vous savez pas s'ils sont là ? Si, je sais qu'en ce moment, ils sont là. Hein. Ils travaillent. Si, il est là. Hein, Mais vous me parlez de 1909. La personne ne doit plus y être. Hein. C'est sûr. Ah oui, ça a été revendu. Ça... Mais là, le fils, c'est un des fils qui est là. Hein. Ouais. Je sais que des fois, de temps en temps, le soir, je le vois. Hein. D'accord. C'est une grande maison ? Oh, bah oui, il y a le premier, vous voyez, et puis il y a un deuxième étage. Oui, c'est assez grand, c'est assez important. C'est très ancien. Ah oui. Enfin, moi, je suis venue ici en 78, ça fait 44 ans, donc, et ils étaient déjà là. Ah oui. Vous voyez ? Si ça se trouve, c'est la même famille. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très joli, ce passage. Ah oui, il est joli, ce passage. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il est admiré énormément. Hein. Ah oui. On y est bien ici ? Ah oui, on y est bien. C'est calme. Vous voyez, moi, je suis au 12, au fond de cour. Et c'est un immeuble, c'est très calme. Très, très calme. Franchement, même le passage. Hein. Et vous êtes arrivé en 79 ? En 78. 1er mars 78. Et c'était comment à l'époque ? C'était plus populaire, si vous voulez. Ouais, là, maintenant, c'est cher. Oui, un peu cher, comme vous dites. Et puis, bobo. Il faut dire la vérité que c'est beaucoup de bobo. Ça peut là vous plaire, ça ? J'aimais mieux avant. Vous voyez le passage, il n'y avait pas tous ces immeubles. Tout ça, ce n'était pas construit, c'était des usines. Il y avait des ateliers, des usines, et c'était beaucoup plus populaire, quoi, plus sympa. Là maintenant, tout est construit, tout a été racheté petit à petit, et c'est devenu bobo, quoi, un peu bourge. Faut reconnaître. Bourge. Hein. Voilà, ce qu'on appelle bobo, un peu bourge. Ah oui. Et vous êtes bourge ? Non, pas du tout. Moi, je suis ouvrière, oui. Ouvrière ? Oui, bien sûr. Là, je suis à la retraite maintenant. Hein. Ouais. Mais autrement, j'étais... Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? J'étais vendeuse. Où ça ? J'étais vendeuse. J'étais un peu partout. J'étais chez Léonidas, la Campagne à Paris, un petit peu plus bas dans une épicerie fine. Ah oui, j'ai été un petit peu... un peu partout, quoi. C'était un bon travail ? Ah oui. Ouais. Difficile, j'imagine. Au moment des fêtes, parce qu'il y avait du monde, on était un peu bousculés. Mais dans l'année, c'était quand même sympathique. On avait de bons clients, une bonne clientèle. C'était vraiment... très sympathique, très... Vous avez dû voir beaucoup de gens, vous, dans votre profession. Ah oui, ça j'ai vu beaucoup de monde. Ah oui, j'ai vu beaucoup de monde, ça c'est certain. Hein. Ouais. Oh là. Ah oui, j'en ai croisé du monde. Hein. C'est pour ça que vous avez le contact facile ? Ah oui. Ça vous a appris ça ?
Oui. À parler aux gens? Oui, j'aime bien. Quand des gens comme vous ou d'autres personnes, des fois qui sont très sympathiques, bon, j'aime bien parler, j'aime bien discuter. Hein. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas aimables du tout, que j'essaye des fois, même moi j'aime les animaux, j'en ai eu. Et des fois, on croise des gens avec des animaux, je dis « Oh, qu'il est mignon !» Mais les gens sont... Oh. Vous trouvez que les gens sont fermés? Oh, ah oui, oh là là, drôlement. Hein. Pourquoi ils sont comme ça? J'arrive, hein. C'est le mode de vie qui a changé aussi, c'est un peu chacun pour soi. Vous voyez, les gens sont un peu de leur côté. Je vois bien dans mon immeuble, les gens... Les anciens, bon ça va, mais tous les nouveaux, parce que ça a changé en 44 ans, hein, c'est bonjour, bonsoir, et des fois tout juste, vous voyez, tout juste parfois. Il n'y a plus de communauté. Avant, les gens, on s'invitait pour l'apéritif, le dessert, maintenant ça se fait plus beaucoup ça. Hein. Si c'est pas vous qui allez qui essayez un petit peu de... Les gens ne le font pas, ça. Non, c'est chacun pour soi. La vie est différente, vous avez Internet, vous avez beaucoup de choses... qui font que les gens sont espacés, ils ne sont plus trop en communauté. Vous le regrettez? Ah oui, moi j'aimais ce genre de... Ah oui. La vie est moins intéressante pour aujourd'hui? Certaines choses, oui. Ah oui. On est beaucoup moins... Ah oui, j'arrive. Hein. C'est votre petit-fils? Non, c'est un arrière-neveu. Ah ok. Enfin, c'est pas petit-fils, c'est arrière-neveu. D'accord. Bonjour. Et vous, qu'est-ce qui vous a emmené dans ce quartier? C'est-à-dire que j'habitais pas loin dans le 20e, toujours, hein, et j'ai trouvé du travail, je n'ai pas fait d'études. Hein, donc, à 16 ans, j'ai été travailler, et j'ai trouvé du travail par là, dans un cours des Halles, pas très loin, et je cherchais un appartement, et c'est une cliente qui m'a trouvé cet appartement au 12 passage des Soupirs, j'avais 18 ans et demi. Et voilà, vous savez tout. Et vous avez passé votre vie ici? Voilà, puisque j'en ai bientôt 63. Vous voyez, oui, 44 ans. Ouais. Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? Passage des Soupirs? Ouais. Parce qu'au tout début, il y a des jeunes qui soupiraient dans ce passage. Des jeunes qui soupiraient. Et ils ont appelé ce passage Passage des Soupirs. Je me demandais si c'était pas parce qu'il y avait des prostituées. Non. Moi, j'ai le livre Le Dictionnaire des noms de rue. Et c'était bien marqué Passage des Soupirs. Parce qu'il y avait des jeunes qui soupiraient par là. Mais pourquoi ils soupiraient? Ça, on n'a pas la définition. Hein. Ils soupiraient et c'est comme ça que ça s'est appelé Passage des Soupirs. Mais ce n'était pas du tout lié à des prostituées. Hein. Non. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. Micheline, Julien, comme le Julien, là, oui. Toi aussi, tu t'appelles Julien? Oui. T'aimes bien ton prénom? Oui, trop courant. Je préfère m'appeler autrement. Ouais. Ouais, merci beaucoup, Micheline et Julien. Avec plaisir. Hein. Et vous êtes quelle radio? Non, en fait, c'est du podcast. Je sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas, mais bon. Toi, Julien, tu connais le podcast? Oui. Oui, les jeunes, ils sont plus au courant. Moi, je suis déjà un vieux pot en rapport de lui. Il a 16 ans, j'en ai 63. Il connaît plus de choses maintenant. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. La police enquête. Pour l'instant, elle ne semble pas posséder d'éléments véritablement significatifs. Bon, je suis toujours devant la maison natale d'Hélène Rose. Tiens, il y a un chat. Tu veux entrer dans le jardin? Je te caresse? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le salon. Il y a quelqu'un? Bonjour? Bonjour monsieur? Bonjour? Excusez-moi de vous déranger. Je fais un documentaire sur une dame qui est née dans cette maison. Qui est née dans cette maison? Oui. Il y a combien d'années? Il y a plus de 100 ans. Ah waouh. Attendez, j'arrive. Oui. C'est un jeune homme qui m'ouvre. Il y a plus de 100 ans, donc en 1909. 1909, eh ben. Bonjour. Bonjour. Je fais un podcast en fait. Ok, ça marche. Je m'appelle Julien. Guillaume, enchanté. Enchanté. Vous habitez là? J'habite là, ouais. C'est ma mère qui a acheté ici à 45 ans. Ah ok. Voilà, à l'époque où ça valait une bouchée de pain. Et... Ça a l'air super. Franchement, c'est cool. Maison un peu vieille, il y a pas mal de travaux à faire, mais belle maison, ouais. Et l'étage a été rajouté il y a 25 ans. D'accord. Le deuxième, et à ma naissance. Donc vous avez 25 ans? J'ai 25 ans, exactement. Et c'est une très vieille maison? J'ai un pote architecte qui a regardé, et en gros, il disait, sur le site, à peu près entre 1800 et 1850. D'accord. Je vais mettre un truc sur mon dos, je reviens. Il fait un peu frais, ouais.
En fait, c'est une dame qui s'appelait Hélène Rose. Hélène Rose, ok, je connais pas. Et oui, alors, je fais un podcast sur une vieille affaire criminelle qui a eu lieu dans Paris. Ok, mais pas dans cette maison, sûrement. Non. Elle est née dans cette maison, mais elle est morte parce qu'elle a été tuée rue de la Fontaine-au-Roi. Ok, d'accord. Vous perdez votre sourire du coup quand je vous dis ça. Bah c'est triste, hein. Mais bon, il y a des gens qui meurent tout le temps. Hein. Il y a des gens qui meurent tout le temps, mais tout le monde n'est pas assassiné, heureusement. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ok. Et on sait qui, par qui, pourquoi? Alors a priori ce serait Thierry Paulin, qui était un tueur en série. Ok, sympa. Ce serait le plus gros tueur en série français, mais j'imagine que vous le connaissez pas. Non, je connais pas, ça m'intéresse, enfin je m'intéresse pas trop, j'ai plein de potes qui adorent ça, les histoires de psychopathes, justement de tueurs en série. Moi je trouve ça me fait assez froid dans le dos, c'est pas le genre de truc sur lesquels je me renseigne. Je trouve ça glauque en fait, et j'ai pas forcément envie de rentrer dans l'esprit des gens comme ça en fait. Je comprends. C'est quoi votre chaîne du coup? Cerno. J'irai voir. Apparemment, le père d'Hélène Rose, donc qui devait habiter, j'imagine ici, était cordonnier. Ok. Je sais que quand ma mère a acheté, ça appartenait à moi je crois que c'est un usurier. C'est une bagarre de chat. Ouais. C'est les vôtres? J'en ai 3, ouais. Je sais qu'elle a acheté un usurier et qu'à l'époque, dans cet endroit-là, enfin au premier, quand elle a acheté, c'était loué à des tailleurs, je crois, mais tailleurs de vêtements, pas de pierre. D'accord. Voilà, du coup, cordonnier peut-être, je sais pas. Est-ce que je peux jeter un tout petit coup d'œil juste en bas? Ouais, si vous voulez, allez. Allez, hop. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Rien de très intéressant. Là, il y a ma chérie qui va rentrer aujourd'hui, donc je vais faire un petit coup de ménage. Donc là, je rentre. Du coup, voilà, je vous fais confiance. Hein. Du coup, là, il y a un salon, une cuisine, il y a 4 chambres. Mais dans l'idée du cordonnier aujourd'hui, il y a mon atelier de menuiserie. D'accord. Parce que vous êtes menuisier? Voilà. Ouais. Et vous travaillez ici? Exactement. C'est l'atelier de Guillot, du coup. Guillot? L'atelier de Guillot, G-U-I-O-T. Donc ça, c'est votre atelier? Ouais, c'est mon atelier. C'est quoi votre spécialité dans la menuiserie? Pour l'instant, un peu tout. Je débute un peu. Ça fait 1 an là que j'ai commencé, mais un peu tout. Parquet, fenêtres, portes, mobilier sur mesure, voilà. C'est une vieille pièce ou c'est une pièce qui a été rajoutée récemment? Non, elle était depuis toujours, mais elle a été rénovée il y a, je sais pas, je dirais une dizaine d'années. Donc c'était peut-être l'atelier du cordonnier ici? Peut-être. Il y avait les tailleurs aussi à un moment ici, du coup. Ah, c'était ici? Voilà, ils étaient là. Après, si vous voulez, je peux vous faire monter. Je vous montrerai volontiers. pas toutes les pièces, surtout que, comme je le disais, il y a beaucoup de bordel. Ouais, c'est un peu le bordel. Ouais, c'est clairement le bordel, mais ça va s'arranger. Vous vivez tout seul ici? Je vis avec ma chérie. D'accord, donc à 2 dans cette grande maison? Ouais, à un moment on était 3, on a hébergé un jeune Malien de 16 ans qui venait d'arriver en France pendant 2 ans. Donc il vit plus ici, ça y est, il fait sa vie. Mais ma mère a beaucoup hébergé des gens ici, genre énormément, des amis, même des gens qu'elle connaissait pas. C'était son caractère? Ouais, et elle me l'a un peu redonné. Et du coup, il y avait une dame un jour qu'on a hébergée qui disait que... il y a des gens un peu branchés sur les esprits, les choses comme ça, les énergies, et qui disaient que cette maison, c'était quelqu'un qui avait hébergé du monde pendant toute sa vie, entre guillemets, de maison, quoi. Enfin, que c'était un hébergement, quoi. Là, vous avez la salle de bain. Et en gros, du coup, avant ici, c'était une cuisine. Et après, voilà, je vous dis, hein, c'est le bazar. Hein. Faut pas être choqué, surtout que là, on déplace des meubles et tout ça, donc... voilà, comme je vous dis, c'est le bazar. Oula. C'est pas grave, vous embêtez pas. Il y a un truc qui est tombé. Ma chambre quand j'étais petit, et ouais, on n'héberge pas souvent des gens, même là j'ai un pote qui est là depuis 10 jours. Mais ouais, il y a toujours du monde ici. Et qu'est-ce que ça représente l'accueil pour vous? Je sais pas, un besoin d'être avec des gens aussi, à mon avis, pas mal quoi. Faut être entouré? Ouais, dans la vie faut être entouré, sinon on va pas loin, hein. C'est sûr. Hein. C'est sûr qu'on va pas loin. On s'entraîne les uns les autres, on s'amène vers le bon chemin quoi. Vous avez été élevé comme ça, c'est-à-dire que dans cette maison, quand vous étiez petit, il y avait toujours des gens que votre mère accueillait? Quand j'étais petit, ouais, ça arrivait encore pas mal. Après, c'est même avant ma naissance, même avant la naissance de mon frère et ma sœur. En fait, elle a hébergé mon père déjà, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il est venu habiter ici, je sais pas, 2 ans, le temps de faire ses études, et puis au final, ils se sont mis ensemble. Donc, sans ça, je serais pas là, du coup. Ouais. Vous, Guillaume, vous avez un point commun avec la victime, c'est que vous êtes né dans la même maison. Ouais. Comment vous pourriez décrire le caractère de cette maison?
Je sais pas, moi je la trouve chaleureuse, très chaleureuse. J'y suis né, du coup, j'ai vécu toute ma vie ici, du coup, moi ici je me sens chez moi. Après, voilà, comme toutes les vieilles maisons, elle a besoin aussi d'être retapée, un peu rénovée, donc j'espère que je vais réussir à rentrer un peu de sous pour lui rendre aussi ce qu'elle m'a donné. Caractère de cette maison, je sais pas, elle est solide. Déjà, si elle date vraiment de 1800-1850, c'est quand même quelque chose d'assez solide, quoi. C'est bravo aux maçons qui l'ont construit, quoi. Là, c'est une chance incroyable. Hein. Pourquoi ? Parce que déjà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un toit sur la tête. Là, ça appartient à ma mère, donc assuré, on va dire. Il y a des gens qui peuvent se faire virer de chez eux. En plus, j'ai pas mal d'espace. Moi, je me rends compte de la chance que j'ai quand même dans la vie d'avoir cette maison, quoi. On peut se tutoyer ? On peut se tutoyer. T'as quel caractère ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me voient un peu comme un extraterrestre, parce que c'est inhabituel, parce que même, je suis pas mal dans le boycott de choses, de se retrouver, je suis un peu têtu, j'ai pas eu de smartphone pendant des années par boycott, j'ai pas eu ce genre de truc. Je pense être assez généreux, en même temps aussi un peu nerveux, même si je travaille dessus depuis des années maintenant et que ça se calme, voilà. Je pense que voilà, ça me définit bien, généreux, nerveux, gentil, mais voilà, nerveux quand même. Pourquoi nerveux ? Ça se manifeste comment ? La colère, mais la colère c'est la tristesse, et du coup c'est qu'il y a de la tristesse quelque part et qu'il faut la régler. Tu sais d'où elle vient ? Ouais, il y en a, mais bon, on va pas rentrer dans les détails intimes. Voilà. Toi, t'as 25 ans. Comment tu vois le monde de tes 25 ans et depuis ton passage des soupirs ? Moi, je le vois un peu déjà politiquement. Le monde, c'est le bordel. Ça nous dépasse tous. Il y a des gens qui ont du pouvoir et qui se battent pour le garder. Et nous, là-dedans, on est assez impuissants. Moi, ma vision du monde, elle est assez négative. Peut-être que si je me concentre sur ma vie, elle est belle. Après, si je me concentre sur ce qui m'entoure, c'est pas toujours joli, quoi. Qu'est-ce qui est beau dans ta vie ? Je sais pas, l'amour. Il y a pas mal d'amour dans ma vie. Avec ma chérie, ma famille, mes amis, Et voilà, et puis je sais pas, je respire, je suis en vie, donc c'est que ça va, quoi. Donc voilà, faut regarder à son échelle et voir tout ce qui est positif, parce que sinon, on se pend tous, quoi. T'as déjà pensé à ça ? Il y a longtemps, ouais. Je faisais un peu de rap et j'avais une phrase, c'est « J'ai souvent pensé à me buter, mais j'ai jamais eu les couillés. L'attente et les pleurs ont fait que le barillet a rouillé. » Voilà, du coup, à une époque, mais je pense que tout le monde a des pensées suicidaires. Mais ça passe, quoi. C'est ce qu'il faut se dire, ça passe, en fait. Il faut se rendre compte que même si ça va pas dans l'instant T, il faut essayer de se voir dans une semaine, dans un mois, et se dire toutes les fois où ça t'est arrivé, et qu'au final, un mois après, t'es très bien, et tu te dis, pourquoi je me suis tant pris la tête, quoi. Alors qu'en fait, ça finit par s'arranger toujours, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches, du coup, que tu t'es accroché à la vie ? La famille, les amis, on n'est pas... Pour moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se suicident. Après, pour moi, c'est un choix égoïste. C'est ne pas penser à tous les gens qui sont autour, quoi. J'ai déjà perdu quelqu'un de proche, du coup, je sais que ça fait mal et j'ai pas envie d'imposer ça aux gens, quoi. Qui t'a perdu ? Mon frère. Ouais. Jeune, j'imagine. Moi, j'avais 18 ans, ouais. Et il en avait 27, accident de moto. Ouais. Voilà. Et comment tu te vois quand tu seras vieux ? Franchement, déjà, voir si on y arrive. Après, moi, j'ai dealé avec ma mort. Je ne mourrai pas avant 116 ans. Sans technologie et trucs comme ça. Mais comment je me vois quand je serai vieux, je sais pas. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi je dis ça ? 116 ans, je sais pas, parce que si je me mets loin, tu vois, je me dis, ça me laisse plus de chances d'aller loin que si tu te dis qu'à 90 balais t'es mort, sûrement qu'à 90 balais tu seras mort. Voilà. Donc t'as envie de vivre très vieux ? Ça dépend dans les conditions aussi, mais ouais, je profiterai bien à Donf, quoi. Toujours ici ? Tu seras toujours ici ? Peut-être pas quand même. Non, à la campagne. Tranquille, à manger les fruits et légumes du jardin, vraiment. Pourquoi pas en forêt, dans la forêt de Fontainebleau, ce serait cool. Tu te vois un peu comme un vieil homme des bois qui vit un peu en autarcie ? Ah non, pas solitaire par contre, non. Pas solitaire. Ah non, pas solitaire du tout, et puis non. Comme je disais, on a besoin des autres et c'est parce qu'on nous apporte de l'amour aussi et que c'est un échange d'amour. Ouais. Soit sans amour, il n'y a rien, quoi. Sans amour, même à mon avis, même
Ouais, peut-être pas. J'allais dire, même les plus gros monstres, ils ont besoin d'amour, quoi. Mais... Enfin, si, ils en auraient besoin. Est-ce qu'ils en ont envie? Peut-être pas, mais ils en auraient besoin aussi, quoi. À mon avis, le passage des soupirs, ça ferait vraiment référence à l'amour, de toute façon. C'est possible, hein. C'est possible. Bon, bah merci Guillaume. Ouais, bah... Ça ne dérange pas plus longtemps. Avec plaisir, bah, pas de soucis. Je passe par là. Ouais. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ranger. On va tout cleaner, là. On va tout cleaner, grand nettoyage. Bon courage. Elle arrive, ouais. Salut. Ciao. Merci. J'irai écouter. Ça marche. Qui était Hélène Rose? Est-ce qu'elle a joué dans ce passage des soupirs? 3, 2, 1. Donc je suis de retour dans le 11e arrondissement et je me dirige de nouveau vers la rue de la Fontaine-au-Roi où Hélène Rose a été retrouvée morte en juin 1986. Et grâce à Lisa Doll, donc, on s'est rendu compte qu'elle avait passé une bonne partie de sa vie rue de la Fontaine-au-Roi. Alors je sais pas comment Lisa Doll a fait, mais elle a retrouvé les traces d'Hélène Rose dans les recensements de Paris. Et elle s'est rendue compte qu'en 1931, Hélène Rose vivait au 51 de la rue de la Fontaine-au-Roi avec sa mère. C'est quasiment en face, c'est assez proche du 66. C'est un immeuble assez modeste. Et donc je m'éloigne, je redescends encore la rue. Je traverse l'avenue Parmentier. C'est un véritable jeu de piste que m'a organisé Lisa Doll. Ils l'ont étranglée, ligotée. Hélène avait l'âge de cette dame, 77 ans. Elle habitait seule, rue de la Fontaine-au-Roi, près de la place de la République. Depuis vendredi, ses voisins ne l'avaient pas vue. Alors inquiets, ils ont alerté les pompiers. Et cet après-midi, on a découvert son corps, ligoté. Hélène était morte depuis 5 ou 6 jours. Donc maintenant, je me dirige vers le numéro 31 de la rue de la Fontaine-au-Roi, donc, où travaillait Hélène Rose. Lisa Doll me dit qu'elle était maroquinière chez Wilner. Alors j'imagine que la maroquinerie n'existe plus. Et il n'y a plus de numéro 31 aujourd'hui. Il y a un grand immeuble, numéro 29, et on passe directement au 35. Mais il se trouve qu'il y a une tapissière au numéro 29 que je connais parce que je lui ai fait refaire mon canapé il y a super longtemps. La vitrine est plus ou moins baissée, mais je peux essayer de frapper. Elle s'appelle Florence. Ah, elle est là. Bonjour Florence. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va. Vous me reconnaissez? Oui. Oui, je me souviens de vous. Je viens ici parce que je fais une enquête. Je cherche le numéro 31 de la rue. Là, vous êtes au 29. Il n'y a pas de 31, on passe Non. tout de suite au 35. Ouais. Comment ça se fait? Je ne sais pas. D'accord. Il paraît que dans les années 30, je pense, il y avait une maroquinerie ici qui s'appelait Wilner. Ça vous dit quelque chose? Non. Moi, quand je me suis installée en 2003, avant c'était une agence de voyage, et je sais qu'au tout début, il y avait beaucoup de postiers dans le quartier, des posteries, parce que sur le canal, il y avait la douane, et il y avait des pots qui arrivaient par là. Mais donc voilà. Et là, il y avait des postiers. Et là, c'est-à-dire où ça? Dans la rue? 29. Là, vous êtes au 29. On a plusieurs boutiques. Et la première, c'était encore, moi, quand je me suis installée, un postier. D'accord. Voilà. Bon, si ça se trouve, c'était ici. Je ne sais pas. Mais je pourrais peut-être avoir des infos parce que j'ai encore des contacts avec le propriétaire précédent, si ça vous intéresse, pour votre enquête. Je veux bien, ouais. Ben, je lui demanderai. Bon, et vous, comment ça va? Bon, pas mal. Pas mal. J'ai du boulot. Oui, oui. Et vous, comment ça va? Ça va, je fais une enquête. Ouais. Sur quoi, alors? Sur les numéros disparus? Pas vraiment, non. Je fais une enquête sur une affaire criminelle. Une très vieille affaire. D'accord. L'affaire Thierry Paulin, ça vous dit quelque chose? Non. C'était dans les années 80. C'était un jeune homme qui tuait des vieilles dames. D'accord. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Non, ça me dit rien. Sachant que je n'étais pas encore la cible dans les années 80. Toujours pas. Non, je ne sais pas. Ouais, puis les années 80, non, les années 80, j'étais sur notre planète. Hein. Vous étiez sur quelle planète? Non, parce que j'étais dans mon tout petit cercle familial. Mon univers était encore plus réduit qu'aujourd'hui, dans les années 80. Ouais. Pourquoi vous avez un univers réduit aujourd'hui? Oui, bien sûr.
Ouais. C'est-à-dire ? Mon atelier, voilà. Bon. C'est-à-dire que vous vous coupez un peu du monde ? C'est pas volontaire, c'est un fait. Voilà, je suis dans mon atelier, dans ma petite maison. J'habite là, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, j'habite au-dessus. Donc, non, je savais pas. Ouais, voilà, donc je suis vraiment... c'est pas une île, mais presque. C'est comme si vous vous protégiez en fait dans votre atelier. Peut-être. La chose qui me motive le plus, ou en tout cas la chose la prépondérante et qui me plaît dans cette activité et dans mon univers, c'est le fait d'être seule dans mon atelier. Et en plus, mon activité fait que quand je fais un siège, je fais tout de A à Z. En gros, j'ai besoin de personne. Si j'ai envie d'être fermée, je le suis. Vous vivez seule ? Ouais. Voilà, après, c'est les avantages. J'ai beaucoup d'avantages à être seule, voilà, mais bon, c'est aussi un peu. Il y a des limites. C'est-à-dire que quand on est seul, quand on se pose des questions, c'est plus difficile. On doute un peu plus, peut-être. Quels sont les avantages à être seule ? On n'a pas besoin de faire d'efforts pour supporter quelqu'un, voilà. C'est ça, c'est toujours un effort. C'est aussi beaucoup de... Parfois, il est agréable de partager, mais il est sans doute plus confortable d'être seul. Vous avez un côté un peu sauvage. Oui, enfin, peut-être, oui. Mais encore, je suis beaucoup moins. Non, oui. Je suis sauvage avec une grande vitrine sur la rue, mais qui ferme à clé. Qu'est-ce que c'est la vie pour vous, Florence ? C'est une drôle de tête. Je sais pas, je dirais pas rien de très heureux, je crois. Ah oui ? Ouais. Un chemin à vivre et puis voilà. Non, Vous n'aimez pas trop la vie ? C'est difficile de répondre à ces grandes questions. Je pense qu'il y a des moments... Oui, il y a des moments... heureusement qu'il y a des moments gais, des moments joyeux, et puis le reste, des moments à supporter. Voilà. En fait, vous, ce que vous supportez mal, ce sont les autres ? C'est pas les autres, c'est moi-même et moi-même. Enfin, c'est voilà, Non, les autres m'intéressent beaucoup. En revanche, je me pose beaucoup de questions. Je me demande comment ils font eux. J'ai l'impression qu'ils continuent. On est tous là à continuer à avancer, plus ou moins. Je me pose beaucoup de questions sur ce qui les fait avancer. Je sais pas. Je me demande ce que les autres ont dans la tête. Ouais. Et vous, comment vous faites pour avancer ? Eh bien, je fais des efforts. Comme si vous vous accrochiez. Je sais pas. J'ai un ami qui me posait la question, avec qui s'interrogeait. On se demandait si on avait peur de mourir, de la mort, etc. Bon, on a peur de souffrir, évidemment. Ça, Mais moi, franchement, très franchement, souvent, j'envisage ça comme une délivrance. La mort ? Oui. Mais voilà, c'est rien de dramatique, hein, mais comme une délivrance, oui. Je trouve ça lourd, oui. C'est un côté grave. C'est mon côté pénible, j'ai un côté grave. Il vous est arrivé quelque chose ? Non, même pas, vous vous rendez compte ? J'ai conscience d'être privilégiée, d'avoir de la chance, de ne pas avoir de problème, aucun problème en vrai. Et en même temps, je trouvais ça difficile d'imaginer si j'avais des problèmes. Peut-être que ça remettrait les choses dans le bon sens en même temps. Ouais. Est-ce que vous êtes dépressive ? Je ne crois pas. Non, j'ai vraiment des moments de joie, des moments... Voilà, je suis... voilà, c'est tout. Je suis humaine, quoi. Voilà. Mais en revanche, je ne me fais pas d'illusions sur le sens de la vie. Enfin, j'ai rien trouvé de formidable au sens de la vie. Par exemple, je n'ai pas donné la vie, je n'ai pas fait d'enfant. C'était un choix. Je pense que c'était un choix, oui. Je vous dis tout, hein. Heureusement qu'il n'y a qu'un micro. Heureusement que je suis un ancien client, sinon vous m'auriez mis dehors depuis longtemps. Non, pas du tout. Vous me disiez, on avance, et vous essayez de savoir comment les gens avancent, mais on avance vers où ? Ben oui, c'est exactement la question que je me pose, qu'en général je leur pose. Vous avez la réponse ? Non, chacun sa réponse, j'imagine. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne se posent pas la question, en fait. Ils avancent sans savoir où ils vont. En même temps, je me dis qu'on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Bien sûr. On ne peut jamais voir où on va. Non, mais on peut rêver, on peut fantasmer, on peut... Ouais, c'est ça, non ? Alors, est-ce que les gens rêvent ? Est-ce que les gens... Bon, après... Vous avez des rêves ? Ah non, je n'ai pas de rêve. Non, je n'ai pas de rêve. Je crois pas.
Vous avez des grands yeux bleus. Vous regardez bien droit dans les yeux. Je me dis qu'Hélène Rose, la victime sur laquelle je travaille, a peut-être travaillé dans cette boutique aussi, comme vous. D'accord. Mais vous attendez quoi? Rien. D'accord. J'attends rien. Je me jette un peu dans l'inconnu. Ok. Merci beaucoup, Florence. Je vous en prie. À bientôt. Bonne enquête. Merci. Alors je vais vous écouter. Et si jamais moi j'ai des nouvelles pour vous, je vous les transmets. Ça marche. Au plaisir. Tac. Au revoir, à bientôt. Je repasse devant le numéro 66, où Hélène Rose a rendu son dernier soupir, peut-être sous les coups de Thierry Paulin. Elle habitait seule, rue de la Fontaine-au-Roi, près de la place de la République. 3-2-1. Alors c'est le matin, il est 9h07. Je bois mon café et je découvre que la petite fille d'Hélène Rose, Catherine, m'a envoyé un mail cette nuit. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Alors elle dit qu'elle ne peut pas me recevoir en ce moment parce qu'elle a des problèmes personnels et qu'elle ne se sent pas de me parler de cette histoire au micro. Ça remuerait trop de choses. Mais elle veut bien qu'on corresponde par mail. Elle a rédigé un petit portrait de sa grand-mère et elle m'envoie divers documents pour que je puisse me faire une image de sa vie. Et là, je tombe sur une photo scannée, jaunie, d'Hélène Rose qui sourit face à l'objectif avec une certaine expression de bonté sur son visage. Alors il y a un premier document dont le titre est « Qui était Madame Rose ?» Je loue. À suivre. Merci à Lisa Doll, à Hakim, à Théo Boulanger, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon qui financent ce podcast. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine sur patreon.com/cerno pour un nouveau complément d'anti-enquête dans lequel nous continuerons de percer le mystère de la rue de la Roquette. Et pour tous les autres auditeurs, retrouvons-nous dans 15 jours pour l'épisode 89. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Oh oui.